tous. On va parler un petit peu donc de la nomenclature LOINC et tout ce qui tourne autour. Tout d'abord, avant de démarrer, donc je vous demande de couper vos micros, que de toute façon il y a un chat qui est ouvert et donc Suzanne, Fanny, Elodie donc regarderont le chat au fur et à mesure si j'arrive pas à vous répondre au fur et à mesure, et puis n'hésitez pas à lever la main et on essayera de vous répondre en direct au fur et à mesure. Alors, vous avez des attentes, donc n'hésitez pas à partager, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. On va déjà parler un petit peu du contexte, bien que le contexte est en train d'évoluer et on va voir ça avec Bruno Gauthier qui est en parallèle de moi. Le contexte au départ, c'était en 2016, le décret sur la biologie et l'échange via une messagerie sécurisée. Il y a eu des demandes donc faites au niveau de ce décret de la biologie et on demandait d'avoir maintenant un échange via la messagerie sécurisée pour avoir un compte-rendu des examens de biologie, communiqué donc au prescripteur par voie électronique et tout englobé donc dans une messagerie électronique sécurisée de santé. Le but aussi, c'est d'avoir une terminologie au centre de ce dispositif, la terminologie LOINC, au cœur de vos comptes rendus de biologie. Vos comptes rendus donc sont structurés avec cette nomenclature. C'est conforme au référentiel d'interopérabilité dénommé volet de compte rendu d'examen de biologie médicale. Et cela s'applique donc aux examens de biologie pour un patient, même si c'était aussi des examens biologiques non humains, c'est possible. Le but aussi, c'était d'alimenter un DMP, donc ce compte-rendu structuré, aller dans le DMP, même si le DMP est en train d'évoluer vers le dossier de santé personnelle. Ça, on vous en reparlera une prochaine fois. Pour l'instant, on garde le terme. Donc, c'est tout votre dossier médical partagé qui va permettre de contribuer à la coordination des soins. Alors, ça passe. Alors, le flux d'échange du compte-rendu d'échange de biologie, il y a plusieurs flux évidemment, aussi bien des flux de CDA-R2 qui sont niveau 3, donc le niveau 3 c'est celui avec le codage avec la nomenclature LOINC, on verra ça tout à l'heure. Et les échanges aussi, il peut y avoir des échanges donc interlaboratoires ou intra-hospitaliers qui sont souvent des échanges structurés, mais plus point à point, ce qu'on appelle donc en structuré HL7, mais qui peuvent aussi être CDA évidemment. Donc vous avez soit tous les échanges qui peuvent exister entre un hôpital, un laboratoire de ville, on peut échanger des comptes rendus, on peut échanger toutes sortes de documents. À partir du moment où vous avez un laboratoire de ville qui réalise des examens, il peut envoyer des examens à un autre laboratoire parce qu'il ne fait pas tous les examens. Il échange, donc il enverra le compte rendu au prescripteur. Il peut échanger avec l'hôpital, puisque c'est l'hôpital qui peut envoyer aussi des demandes à un laboratoire de ville si le laboratoire de l'hôpital ne réalise pas tel ou tel examen. Des échanges aussi voilà, entre laboratoires, entre établissements de santé, évidemment avec le tout avec le DMP, puisque tous les résultats doivent remonter, aussi bien le document médical que les résultats de laboratoire rentrent donc au niveau donc, de ce dossier médical partagé. Je vais prendre la main. Voilà, je vais passer la main à Bruno Gauthier. Ah, ça allait trop vite là. Il faut revenir à la maison. Alors, comme l'a dit Sylvie, le décret 2016-46, quand il est paru, l'ensemble des laboratoires et des éditeurs de LGC ont
ont alerté le ministère que c'était bien beau de vouloir transmettre les comptes rendus conformément au cadre d'interopérabilité, mais il n'y avait pas vraiment de système consommateur, ce qui fait que l'émission vers le DMP et la transmission par MSS en CDR2 niveau 3, en fait, ça fait un flop. Et depuis 2016, très très peu de laboratoires utilisent ce type de vecteur. C'est une des raisons qui a fait construire alors ce qu'on appelle le virage numérique, c'était anciennement le Ma Santé 2022. Donc le projet Ma Santé 2022, hein, c'était s'appuyer sur des référentiels socles, donc l'identité nationale de santé, l'annuaire RPAPS+, FINES+, le ROR, le serveur multiterminologie. Et pour pouvoir alimenter les services SOC que sont le DMP, la messagerie, l'AMSS, professionnelle mais aussi citoyenne, le tout qui remonte dans un espace numérique de santé. Donc ça, c'est pour donc à partir du 1er janvier 2022, ces patients vont disposer d'un espace avec une messagerie sécurisée de santé, un accès au DMP et un agenda pour leur parcours de soins. On aura également la même chose pour les professionnels. Et derrière, sur le toit de la maison, on a le Health Data Hub, donc, qui va permettre une exploitation des données massives et d'autres entités qui vont tourner autour. Diapositive suivante. Et donc, fort du constat que l'écosystème était vraiment n'était pas capable d'utiliser l'ensemble de ces services socles et surtout était incapable de consommer du CDR2, il a été décidé d'accélérer le virage numérique et d'où le Ségur qui a démarré en juin de l'année dernière, où l'État a décidé de mettre 2 milliards d'euros d'investissement pour tout ce qui concerne le numérique sur un financement sur 3 ans. Hein. Et dans ces 2 milliards, il y a à peu près 200 millions d'euros qui vont à la biologie, avec 2 modalités de financement. Un financement à l'équipement, donc on reviendra dessus, il est prévu de financer la mise à niveau des différents logiciels utilisés par l'ensemble des professionnels de santé, de façon à être Ségur compatible. Et en parallèle, le bâton et la carotte avec la mise en place d'un financement à l'usage. Diapositive suivante. Ce qui est prévu en termes de calendrier prévisionnel, hein, c'est qu'on publie un référentiel technique fin juin, donc c'est ce qui a été fait. La période de référencement va démarrer à partir de septembre. Et les éditeurs, s'ils veulent être financés, devront avoir fait la recherche et développement et déployé l'ensemble de leurs solutions avant la fin de l'année, avant fin juin. Ça, c'est pour une première vague. Et on a une deuxième vague qui ira vraisemblablement de juin 2022 à juin 2023. Avec, en ce qui concerne la biologie, à peu près une enveloppe qui est un peu plus importante sur la phase 1, qui est de l'ordre de 60% de l'enveloppe globale, et on aura 40% à peu près sur l'enveloppe 2023. Les financements sont conséquents hein, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par LBM, et qui, par contre, ce n'est pas le LBM qu'on va financer, ça va être directement l'éditeur pour la partie développement. Donc, suivante. Donc, l'idée de ces spécifications pour rendre les logiciels Ségur compatibles, ça a été de se focaliser sur 3 axes. L'échange et le partage
de données de santé et l'utilisation de l'identité nationale de santé. Donc l'échange et le partage, ça concerne l'alimentation du DMP avec un format structuré, donc en CDR2 niveau 3, plus un CDR2 niveau 1 qui correspond au PDF pour s'assurer que l'ensemble des acteurs puissent bien lire les comptes rendus, notamment un patient, il ira plutôt consulter le PDF plutôt qu'un CDA. L'autre point important, c'est l'alimentation, en tout cas la transmission des comptes rendus vers les professionnels de santé en utilisant la messagerie sécurisée de santé avec un flux structuré en CDR2 niveau 3, plus un CDR2 niveau 1 qui correspond au PDF. Là aussi, pour faire face à toutes les situations au cas où le professionnel de santé n'est pas capable de consommer du CDR2 niveau 3. Pour pouvoir communiquer et échanger, on va avoir besoin de l'identité nationale de santé. Donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble des logiciels intègrent l'INS. Pour les SGL en établissement de santé, la gestion de l'identité entrante se fera à partir de la gamme, c'est-à-dire depuis le référentiel des identités. Par contre, pour les laboratoires de ville, ils devront qualifier leur identité en faisant appel au téléservice INSI, en utilisant soit des cartes professionnelles nominatives, soit en utilisant des cartes professionnelles organisationnelles. Autre élément important et qui a été une vraie volonté de l'ensemble des biologistes, c'est de pouvoir consulter le DMP via un appel contextuel directement à partir du système de gestion de laboratoire. Et pour ça, et pour faciliter cette consultation, on demande à l'ensemble des SGL d'intégrer ProSanté Connect, donc qui permet, à partir du moment où vous vous identifiez avec ProSanté Connect, vous avez accès à tout le bouquet de services pour l'ensemble des professionnels de santé. Pour faciliter le transcodage, on demande également aux éditeurs d'être capables d'exporter le catalogue des analyses et alors suivant un format qui pour l'instant n'est pas tout à fait normé, mais on demande essentiellement à ce qu'il y ait un CSV qui puisse être exporté. Si les éditeurs veulent aller un peu plus loin, on leur propose d'utiliser le format Fire. Et surtout, ils doivent être capables de réimporter ce catalogue une fois qu'il a été transcodé. Alors, soit transcodé en interne, soit en utilisant des outils de transcodage. Mais on reviendra dessus, ils vous seront présentés à la suite de la présentation. Là aussi, pour faciliter la communication vers les professionnels de santé, on demande au système de gestion de laboratoire de pouvoir vérifier systématiquement l'annuaire RPPS. Donc, toutes ces exigences, en fait, elles ont été élaborées en consultation avec l'ensemble des professionnels et également les éditeurs. Et ça aboutit à la publication de 2 dossiers. Alors, ce n'est plus des DSL, maintenant, c'est des DSR, des dossiers de référencement. Donc, un dossier de référencement SGL et un dossier de référencement Transcodage Link. Et ils ont été publiés, on a mis à jour la diapo, hein, mais ils ont été publiés mi-juin. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous renverra le lien vers les DSR. Autre point important, et en tout cas qui est important pour les biologistes, hein, c'est que les systèmes consommateurs doivent utiliser la feuille de style transmise par le laboratoire. Donc c'est pour ça que dans les spécifications, on demande systématiquement à ce que le CDA soit transmis avec une feuille de style de façon à ce qu'il soit auto-présentable, ce qui permet au laboratoire d'être sûr que la structure du compte-rendu
est bien conservé au moment de l'intégration. Donc voilà en ce qui concerne, le volet, de la vague 1 sur le Ségur. En vague 2, on est essentiellement sur, des améliorations ergonomiques, des exigences de la vague 1, avec un petit plus, c'est qu'on va demander, à ce que les comptes rendus, soient obligatoirement, scellés, conformément au référentiel, hem, de je ne me souviens plus de son nom, excusez-moi. Heu, Au référentiel force probante, de l'ANS. Voilà, diapositive, suivante. Voilà, on va passer à l'interopérabilité, à la structuration des données. Ça, c'est pour Sylvie. Alors je reprends. Alors je reprends au niveau donc de l'interopérabilité, donc deux sortes d'interopérabilité, une interopérabilité syntaxique et une interopérabilité donc sémantique. La syntaxe, c'est quoi? C'est vraiment c'est le standard, c'est le format, c'est le CDA. C'est ça qu'on appelle donc l'interopérabilité syntaxique. C'est vraiment le format qui est, on- en fin de compte, on envoie des données conformément donc à un standard. Ça permet d'intégrer automatiquement dans les logiciels métiers concernés toutes les informations contenues dans un document, de les structurer de façon formelle. Donc il y a trois niveaux de structuration, puisqu'il y a un niveau 1 où il n'y avait que l'entête, le 2 où il y avait le corps, et le 3 maintenant avec l'ensemble des résultats et en plus transcodé dans une nomenclature. Donc le CDAR3 niveau 3 donc, doit remplacer H' médecin puisqu'il n'est plus maintenu. Donc maintenant c'est vraiment le CDAR2 niveau 3 qui remplace la totalité des échanges. Qu'est-ce que la nomenclature loin qu'on utilise, donc c'est cette interopérabilité sémantique. C'est une nomenclature internationale qui a un développement maintenant au niveau mondial. Au départ, c'était très pays anglo-saxon. Maintenant, il y a un développement international mondial, puisque maintenant, ils traduisent dans une vingtaine de langues et mettent à disposition ces traductions. Donc, on va vous proposer donc ce transcodage avec cette nomenclature et cette nomenclature sera commune aussi bien aux biologistes qu'aux prescripteurs. Donc, c'est vraiment le tronc commun au niveau sémantique. Pour vous donner un exemple, ça y est, j'ai été trop loin. Hop. Pour vous donner un exemple d'interopérabilité, donc de syntaxe en langage informatique, donc c'est pour structurer un document informatique. Euh, Par exemple, pour une adresse géopostale, vous allez avoir le numéro de la rue, le boulevard, la ville, le code postal. Tout ça, on indique des champs où est-ce qu'on va déposer ces éléments. La ville, le code postal. Donc c'est une syntaxe qui va définir le format de présentation de cette adresse géopostale. Par contre, à l'intérieur, il va falloir mettre des données et les données vont appartenir à des référentiels et c'est ça qu'on appelle donc la couche sémantique. Donc, on va utiliser des terminologies et nomenclatures de santé, aussi bien SIM, donc la SIM10 au niveau des maladies, l'OINC pour les résultats de biologie, et différentes donc, nomenclatures qui peuvent aider donc à remplir, je dirais, les formats définis par cette syntaxe. Par exemple, donc là, 2 rue du Pont, Paris 75001. La sémantique fournit l'information nécessaire au traitement du courrier par n'importe quel service postal. Si tout le monde écrit 2 rue du Pont, l'un avec un espace, l'autre avec un tiret et autre, on ne peut pas se comprendre. Et pour que on arrive à comprendre le langage informatique, pour que informatiquement tout je dirais, s'enchaîne et soit bien compris,
on fait appel donc à ces nomenclatures. Comme ça, il n'y a pas de problème d'écriture, c'est déjà préécrit. Et on choisit juste les éléments contenus dans ces nomenclatures. Donc on comprend bien que la syntaxe et la sémantique, c'est deux éléments indissociables pour transmettre des informations de santé, puisqu'il ne faut pas qu'elles varient, il ne faut pas qu'elles soient comprises d'une façon différente, parce que la polysémie au niveau de la clinique, au niveau médical, existe énormément. Donc il est très important de stabiliser un langage pour pouvoir parler tout le temps et se comprendre surtout. Donc le compte-rendu d'examen sera conforme donc, au cadre d'interopérabilité du système de santé. Dedans, donc, le compte-rendu, il comprend quoi? La présentation des résultats d'analyse lisibles par un humain, puisqu'on peut avoir des référentiels et autres avec des codes, mais les codes ne sont pas lisibles, donc il faut des libellés. Ces libellés donc, sont lisibles par les humains. Il y a une présentation codée donc, en LOINC de toutes les analyses porteuses de résultats et qui sont exploitables donc par la machine. Vous voyez bien qu'il y a des libellés lisibles par les humains, les codes qui ne sont pas lisibles par les humains, mais c'est la machine qui les interprète, et toutes les spécifications sont définies évidemment dans le compte-rendu d'examen disponible dans l'espace de publication du cadre d'interopérabilité de l'ANS. Le compte-rendu d'examen de biologie conforme, il va s'appliquer pour tous les examens de biologie pour les patients, mais aussi pour un patient associé à un échantillon biologique non humain. C'est possible, puisque la nomenclature LOINC ne couvre pas que le secteur humain. Le compte-rendu d'examen de biologie conforme au cadre d'interop s'appuie donc sur le standard HL7V3 avec CDA donc R2, le CDA R2 niveau 3, les profils XDLab du domaine IHE aussi le profil PALM. En établissement de santé, par contre, il y aura des échanges intra-hospitaliers qui peuvent être directs au format HL7V2. C'est des formats d'échange point à point, ce qu'on appelle, mais donc du coup qui ne nécessitent pas obligatoirement un CDA, mais progressivement. Donc, mais il y a la possibilité évidemment d'échanger des CDA, mais en intra-hospitalier, on peut très bien faire de l'échange de point à point en restant conforme quand même à la norme HL7V2. Au niveau du format H' V3, vous aviez donc une trame très simple contenant des données avec des séparateurs. On retrouve ces données avec séparateurs dans la norme IHE, surtout la Shell 7V2, la transmission intra-hospitalière. Donc ça, on retrouve ces données aussi avec les séparateurs. Ça véhiculait, donc H' véhiculait peu d'informations par rapport à tout ce qu'on peut véhiculer maintenant. Il n'y avait que, par exemple, une en-tête à 12 lignes, un corps de 14 données par élément. Donc, ça, c'était quand même des éléments qui étaient indispensables. Mais maintenant, je dirais, il y a quand même énormément d'éléments que l'on arrive maintenant à transmettre et les obligations ayant augmenté au niveau des laboratoires avec les obligations d'accréditation, c'est sûr que le format H' ne remplit plus les besoins puisque la majorité des éléments donc, ne sont pas transmis par l'H' médecin. Les dictionnaires des labos aussi, on s'était aperçu qu'ils étaient très hétérogènes. Donc ça, c'est une constatation que l'on a fait déjà depuis longtemps. Un laboratoire pouvait envoyer ses propres codes, mais ces propres codes n'étaient pas compréhensibles par un autre laboratoire qui avait lui-même d'autres codes. Donc le clinicien qui recevait différents comptes rendus de laboratoire avec un examen porté par un code différent en fonction des laboratoires ne pouvait pas du coup comparer un résultat si le patient était passé d'un laboratoire à un autre. Donc là, il y avait un gros problème d'interopérabilité qu'on essaye maintenant donc de résoudre grâce en utilisant surtout une nomenclature d'interface.
Voilà un tableau qui vous remontre un petit peu les différentes données, donc toutes les obligations qu'on a dans un laboratoire, donc à transmettre, tous les éléments à transmettre, et donc les éléments que fournissait H' par rapport au CDAR2 niveau 3. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une différence nette, puisque dans cette diapo, vous ne voyez que la valeur de référence qui sont en commun. Tout le reste n'était pas transmis par ce H' médecin. Au niveau de l'identification, vous aviez quand même le prescripteur, heureusement, mais d'autres éléments qui n'étaient pas transmis. Et vous voyez encore le CDAE2, donc beaucoup plus riche au niveau des informations transmises. Au total, hein, on a 18 sur 19 items conformes aux obligations normatives et réglementaires, contre 3 sur 19 pour H'. Donc vous voyez bien que le H' médecin est obsolète au niveau des transmissions. Alors, si je peux me permettre, Oui, vas-y, euh, complète. en fait, il faut qu'on mette à jour cette slide, hein, Oui, mais vous avez d'autres obligations normatives qui sont arrivées. Bon, là, maintenant, avec l'accréditation à 100%, vous avez la gestion de la marque Cofrac, qui n'est absolument pas en structuré dans le H' et qui va l'être dans la nouvelle version du CISIS. Et vous avez également tout ce qui est indication des examens accrédités. Même chose, hein, pour l'instant, c'est en structuré, ce n'est pas possible en H'. C'est pas possible en CDA, mais ce le sera demain. alors l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? L'interopérabilité, c'est les échanges. Donc, c'est surtout les bénéfices de cette interopérabilité. On va utiliser donc des formats standards internationaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un format de compte-rendu basé sur le standard international. On vient d'en parler donc avec le CDA, puisque H' n'est pas retenu. On a au départ, donc, on a une terminologie internationale commune. C'est le langage LOINC, le langage commun à tous les laboratoires qui vont faciliter donc le pilotage de l'activité des groupes, c'est-à-dire surtout on va arriver à avoir un référentiel. Ah, c'est zoomé apparemment l'écran, il faudrait réduire la diapo, Fanny, ou est-ce que ça Malheureusement, je doit pense être que c'est mieux? comme ça. Oui. Ah, mince, ouais. Non, c'est On pareil sur voit, nous. on C'est voit pas la grave. barre du bas, c'est C'est pas ça? bien grave. Oui, C'est pas bien grave, oui. c'est pas grave. Vous aurez le support à la fin de l'enregistrement, de toute manière, donc vous auriez Ouais, tout. ouais. Voilà, donc cette terminologie internationale, qui va permettre de coder l'ensemble des examens de biologie, basée sur cette terminologie, donc commune aux biologistes, aux prescripteurs, et c'est surtout cette terminologie va permettre au niveau des remontées des données de santé dans les systèmes de big data, c'est-à-dire tous ces entrepôts de données de santé, on n'aurait rien pu en faire sans une terminologie, sans les données codées. On ne peut rien faire avec des données si elles ne sont pas codées. Donc là, ça va permettre vraiment de faire des études aussi bien épidémiologiques, vraiment les statistiques ou autres, ou toutes les études, les protocoles. Au niveau des protocoles médicaux, on a besoin de ces données de santé pour faire des recherches. Et donc là, avec la codification, donc c'est un des moyens indispensables pour arriver à gérer ces big data. On utilise aussi des référentiels nationaux, comme on a dit tout à l'heure. On est obligé, quand on fait de la structuration, rien que pour les adresses postales, eh ben, ce sont des référentiels nationaux. Le référentiel donc des professionnels de santé, le référentiel des établissements de santé. Ça va être donc des référentiels nationaux stables pour que tout le monde se comprenne.
Avec tous ces, je dirais, ces éléments, on va obtenir une traçabilité beaucoup plus précise des résultats d'examen, puisqu'il y a énormément donc il y a beaucoup plus d'éléments transmis dans ces documents qui sont formatés. Donc, on va pouvoir faire une meilleure traçabilité. On va pouvoir aussi, du coup, on espère que ça va aboutir à une meilleure coordination des soins, puisque ces formats vont pouvoir être transmis. On va pouvoir comparer les résultats, s'ils sont comparables évidemment, mais l'affichage aussi sous forme graphique. Il peut y avoir plusieurs moyens donc d'afficher les résultats. Ça peut permettre donc quand même une meilleure coordination de l'ensemble des soins puisqu'il y a une meilleure visualisation. Tous ces travaux aussi amènent à une meilleure, ça anticipe la e-prescription et évidemment l'alimentation du DMP. L'ensemble, c'est une meilleure prise en charge des patients. Hein. L'ensemble fait vraiment qu'on devrait arriver à une meilleure prise en charge et un meilleur suivi. Alors, avant de démarrer l'OINC, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette première partie un petit peu plus générale? On passe sur l'OINC et on pourra revenir à des questions après, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, l'OINC. Ah, alors, ça c'est une question pour Bruno. Les éditeurs seront financés. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de coût pour les laboratoires? Bruno? Hop, oui, pardon, j'avais désactivé mon micro. S'il n'y a pas de dette technologique, notamment sur le plan architecture, non, hein, l'objet du financement du Ségur, c'est de faire en sorte que la mise en place des versions Ségur compatibles ne coûte rien au laboratoire. Par contre, il faut absolument prendre langue rapidement avec son éditeur pour savoir si la version, en tout cas si le logiciel que vous utilisez, il est envisagé qu'il soit Ségur compatible, parce qu'il y a certains éditeurs qui profitent de ce financement pour faire un peu de convergence, notamment des Dalus, pour ne pas les citer. Les cabinets seront également accompagnés. Hein. Il y a un gros volet de financement pour eux. Donc, c'est l'ensemble de l'écosystème hein, qui est financé. C'est la grande différence avec tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, où on légiférait sans accompagner, sans faire de conduite du changement. Là, on fait une conduite du changement et on finance. Donc, on espère que d'ici fin 2022, l'ensemble de l'écosystème sera capable de consommer du CDA et d'être conforme au CISIS. Tu vois les questions? Oui, oui. Alors, pas installés d'ici décembre 2021. Hein. Ils vont devoir être labellisés le plus rapidement possible. Donc, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne les éditeurs de LGC, excusez-moi, de SGL, la labellisation elle est prévue de octobre à janvier à peu près. Et ensuite, ils auront encore quelques mois pour déployer toutes ces versions Ségur compatibles. Alors que, par contre, au niveau des éditeurs de LGC, on a déjà des éditeurs qui seront prêts, eux, à être labellisés courant août. Mais bon, le nombre de clients à déployer n'a rien de comparable avec les laboratoires. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont beaucoup plus réactifs. Alors, la terminologie donc de référence LOINC. C'est une terminologie donc internationale. C'est une terminologie donc de santé commune utilisée donc pour coder les examens de biologie parce qu'on a choisi pour l'instant de coder les examens de biologie, mais elle ne sert pas que à la biologie, puisque c'est un référentiel où il y a aussi, c'est un référentiel de documents médicaux. On peut très bien, au niveau aussi médicaments, aussi bien au niveau de différentes disciplines, utiliser cette nomenclature LOINC. Elle sert donc à faciliter les échanges de résultats de biologie, c'est-à-dire à assurer l'interopérabilité entre les différents résultats. Ça permet aussi la demande d'examen de biologie à partir d'un même code,
puisqu'elle va servir à la e-prescription. Ça permet aussi la structuration des dossiers médicaux, comme je viens de vous le dire. Comment donc le comment, eh ben, c'est véhiculé dans le corps d'un compte-rendu de biologie médicale grâce au format CDA-R2 niveau 3, qui remplace donc le format H', comme on vient de le dire, mais qui n'est plus maintenu par Interop. Qui doit intégrer cette terminologie? Cette terminologie doit être implémentée donc, par les biologistes dans leur système de gestion de laboratoire, doit être aussi implémentée côté clinicien, donc dans les LGC, pour permettre la compréhension du compte-rendu qui va arriver, puisque c'est une compréhension entre deux machines qui doivent restituer après aux cliniciens le langage compréhensible par un humain. Et pour qu'il y ait cette restitution, elle doit être au courant. Du coup, ils doivent aussi incorporer cette terminologie. Elle est maintenue, cette terminologie, par le Roggenstrief Institute. Ils ont un site, c'est le site loing.org, et il y a une nouvelle version tous les 6 mois. En général, donc on a des relations avec eux, on est en relation en permanence avec le Roggenstrief Institute. On est un des premiers pays à avoir commencé à avoir des relations avec eux. Donc ça, on a plus de 15 ans d'expérience de relations avec l'OINC. Diapo suivante. Alors, la terminologie LOIC a une structure et chaque code numérique est juste un algorithme, hein, il y a un libellé derrière et un libellé que l'on peut donc comprendre, que l'on peut déchiffrer, je dirais. Et ce libellé a plusieurs axes. Il y a 6 axes que l'on peut décrire et qui va décrire les éléments. Alors, l'analyte, le paramètre, c'est ce qu'ils appellent le component, c'est ce qui est mesuré, évalué, observé. Je vais rajouter la notion de paramètre parce que on va avoir tout ce qui entoure l'élément dosé. Souvent dans les laboratoires, on a besoin d'éléments physiologiques, savoir si le patient est à jeun ou s'il a pris son repas. Pour les tests, la description des tests, des épreuves. Donc on va avoir tout un ensemble de paramètres qui va être associé à l'analyte pour arriver à rendre nos résultats. La grandeur pour eux, c'est pas l'unité comme chez nous. Je dirais, c'est vraiment beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire que ça va être juste ce qui est mesuré, une masse, une substance, un nombre, et ils ne vont donner juste l'unité, ce qui est le plus fréquent. Ils vont proposer une unité. Dans cette grandeur. Il ne voulait pas imposer l'unité, ce qui est normal. La temporalité, c'est une notion de temps, c'est-à-dire que soit c'est fait à un temps donné, la majorité des examens sont faits à un temps donné. Par exemple sur les urines, on mettra 24 heures puisque c'est une notion de recueil sur 24 heures. Donc là, vous auriez eu 24 heures qui seraient apparues juste avant urine, pour donner donc cette notion de temps de recueil. Le milieu, c'est le milieu d'exécution de l'analyse, mais dans certains autres codes, vous verrez le milieu de prescription, c'est-à-dire le milieu de prélèvement qui va être affiché pour permettre donc tous les éléments qui tournent autour de cette prescription, d'avoir ce qui est l'examen que le clinicien prescrit, mais sur quel milieu ça doit être réalisé, surtout prélevé. L'échelle, c'est l'échelle de mesure. Vous allez avoir des résultats qui vont être rendus de façon qualitative, quantitative, donc le numérique ou ordinal. Soit c'est un texte codé ou soit carrément un texte manuel, écrit manuellement. Vous allez avoir cette distinction-là à ce niveau-là. Et la technique, alors la technique chez l'OINC n'est pas prise forcément en compte, elle ne sera décrite que lorsque le résultat est analytiquement différent. Donc là, vous allez avoir une technique puisque c'est une microalbumine et il va y avoir donc une technique indiquant que la limite de détection est très sensible.
Pour une électrophorèse aussi, vous pouvez avoir donc la technique indiquée. Mais en règle générale, il ne précise pas trop les techniques pour ne pas démultiplier les codes, sinon il devrait démultiplier en fonction de tous les réactifs existants actuellement et il y aurait une mise à jour trop importante à réaliser. Donc ils sont obligés de rester à un niveau relativement générique et lorsqu'ils vont proposer des techniques, ça sera des techniques, il y aura beaucoup plus de techniques au niveau des dosages, par exemple de sérologie, l'auto-immunité aussi, il y aura beaucoup plus de techniques. Ils vont proposer des techniques génériques de type immunoanalyse, immunofluorescence, cytométrie de flux à la rigueur, mais ils ne vont pas rentrer dans des détails beaucoup plus importants. Et l'unité donc n'est pas précisée et juste donnée à titre d'exemple. Diapo suivante. Au niveau donc de l'OINC, c'est une terminologie donc qui va être classifiée par chapitre. On va avoir tous les chapitres classiques de la biologie, mais on va avoir aussi tous les chapitres de clinique. La radiologie, la cardiologie, la pneumologie, tous les questionnaires pour les infirmières, les examens spécifiques aux urgences. On peut avoir toute une sorte de énormément de documents et je dirais l'OINC peut entièrement transcoder donc un dossier médical. Hein. Il n'y a pas que il n'y a pas que le laboratoire qui est concerné par l'OINC. Peut être aussi regroupé par panel. Alors eux, ils entendent par panel un regroupement soit de prescription, soit un panel, ça peut aussi regrouper un ensemble de résultats d'examen. L'OINC nous propose des contenus de ces panels. Soit ce sont des contenus avec donc des codes obligatoires ou optionnels. Il laisse une certaine, je dirais, une certaine marge de manœuvre aux utilisateurs, mais il y a des règles d'utilisation que l'on doit absolument suivre. Autre possibilité aussi de regroupement de toutes ce qu'on appelle des observations par groupe. Alors ces groupes, c'est plus pour les entrepôts de données, c'est pour structurer les entrepôts de données. Il y aura tous les codes qui tourneront autour, par exemple, du diabète. Vous aurez des codes qui correspondront au dossier patient qui correspondent à sa clinique, mais aussi au dossier de biologie pour tous les résultats qui tournent autour du diabète. Il regroupe des données à des fins surtout épidémiologiques. Donc c'est très intéressant d'utiliser ces groupes et progressivement de faire surtout grossir, parce que pour l'instant c'est pas encore très important à ce niveau-là, mais l'OINC est en train de se développer pour les groupes, pour les entrepôts de données de santé surtout. Diapo suivante. Alors, l'OINC donc est là actuellement, donc on a la version 2.69. Bon, la 2.70 vient de paraître le 15 juin. On vient de la recevoir, donc elle n'est pas encore étudiée, je dirais. On va commencer à étudier un petit peu son contenu. Donc la précédente, vous voyez, a déjà 91 000 codes, donc c'est quand même une nomenclature qui commence à être assez riche. En France, on a voulu donc utiliser cette nomenclature LOIC et on a cherché comment, je dirais, fournir cette nomenclature pour qu'elle soit la plus compréhensible possible. Donc on a proposé deux choses. On a proposé déjà un jeu de valeurs. On s'est intéressé pour l'instant qu'à la biologie. On a proposé un jeu de valeurs LOINC biologie, donc en français, une traduction des libellés de tous les components, de tous les analyses, de tous les milieux, donc une traduction. Et on fait donc on crée un libellé, ce qu'on appelle un libellé de référence, pour que chaque code LOINC numérique soit compréhensible, soit traduit en un libellé compréhensible par tous. Donc la version qui a été éditée, c'est la version 2.15 pour cette version 2.69. Alors je ne sais pas si c'est pas encore sur le site, on a un site qui s'appelle bioloinc.fr. Je vais vous montrer juste après. Ce site n'est pas à jour au jour d'aujourd'hui. L'ANS a freiné la mise à jour, mais bon, ça ne serait tardé. Donc vous allez avoir la 2.15 d'ici très peu de temps.
on avait déjà 55 000 codes de biologie. Vous voyez quand même que la biologie représente plus de la moitié de la nomenclature Loinc. Autrefois, c'était la grande majorité. Mais la partie clinique est en train de grossir et on commence progressivement cette partie clinique. Donc la bio n'est plus forcément, ne représente pas forcément la totalité de Loinc comme avant. Cette version que l'on a traduite, cette version Loinc de biologie, on propose un alignement avec la NABM. C'était dans un premier temps une possibilité. On s'était dit que les laboratoires, vous connaissiez très bien la NABM, et que c'était plus facile en cherchant la NABM de trouver ces codes Loinc en face. C'était pas suffisant. Donc, on a travaillé sur un autre mode de mise à disposition de la nomenclature et on vous a créé un jeu de valeurs circuit de la biologie. Alors, on n'a rien inventé. Les Américains ont fait la même chose. Ils ont fait d'abord un top 2000 d'analyses les plus fréquentes. C'est pas les mêmes que les nôtres, donc on a dû refaire le nôtre et on a fait donc un ensemble, un jeu de valeurs de référence pour vraiment à destination des biologistes, représentant 80 à 90% de l'activité de biologie en France, pas qu'en ville, puisque maintenant il y a l'hôpital qui est rentré dedans, donc il n'y a pas que en ville, c'est vraiment 80-90% de l'activité générale de la biologie en France. Et la version actuelle, c'est la 1.1.15, pareil, qui va être mise à disposition sur le site BioLoinc incessamment sous peu. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Voilà. Alors, ces jeux de valeurs, ils sont donc il y a eu au départ un appel d'offres fait donc par la ZIP Santé, maintenant l'ANS. Cet appel d'offres a été retenu donc par un consortium qui est composé de la PHP, de la Société française d'informatique de laboratoire pour toute cette partie biologie. On est aidé par la société Mondeca qui nous fournit donc un serveur multiterminologie et la société Vidal qui nous permet donc d'assurer une chefferie de projet pour ce consortium. On a un site qui s'appelle bioloinc.fr qui va nous permettre de visualiser, qui va vous permettre de visualiser la nomenclature et tous les jeux de valeurs. Donc là, tout à l'heure, je vais vous proposer un passage, si vous voulez, sur BioLoinc à la fin de ces diapositives. Comme ça, je pourrai vous montrer en direct le site bioloinc.fr. Voilà. Alors, ce jeu de valeurs, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce jeu de valeurs circuit de la biologie, puisque c'est vraiment donc l'ANS met à disposition donc de tous les éditeurs, aussi bien système de gestion de laboratoire, éditeur médecin, laboratoire, ce jeu de valeur circuit vraiment pour aider tout le monde, pour aider surtout au transcodage des dictionnaires. Ce qui est important, c'est que dans ce circuit de la biologie, on va vous aider à choisir. On choisit à votre place grâce à des groupes de travail interdisciplinaires qui sont réalisés en France. On va choisir les codes Loinc qui vont vous être proposés. C'est-à-dire que dans Loinc, vous allez avoir 10 codes glucose, on va vous choisir celui qui sera utilisé en France. C'est très important d'utiliser celui qui est proposé dans le jeu de valeurs circuit de la biologie, puisque c'est comme ça qu'on aura une interopérabilité en France. Si tout le monde commence à choisir son petit code dans son coin, il n'y a pas d'interopérabilité possible, parce que la nomenclature Loinc est quand même assez vaste, et comme il crée des codes au fur et à mesure de la demande, et que la demande en Suède ou en France ou en Chine n'est pas forcément la même demande qu'en France. Donc c'est très important que les codes soient choisis et ils sont référencés dans ce jeu de valeurs. On va choisir aussi des informations cliniques au niveau de c'est pour la prescription, aider à la prescription. On va aider à cette prescription de poser des informations cliniques et créer un référentiel d'informations au besoin pour aider le clinicien à prescrire.
Dans ce jeu de valeurs, on va préconiser aussi des unités. Pour chaque résultat d'examen, on va proposer des unités en système international comme unité principale, mais on propose aussi des unités secondaires si nécessaire. Et ce circuit de la biologie, on s'est basé sur des règles pour essayer de choisir nos codes. Et on va choisir aussi des règles de comparabilité d'examen entre examens, c'est-à-dire que vous allez avoir des techniques différentes souvent pour réaliser le même examen. De temps en temps, deux techniques seront tout à fait comparables et par contre, quand on rentre dans l'endocrinologie, quand on rentre dans la sérologie, on va avoir des résultats qui ne sont pas comparables, ça dépend vraiment de la technique. Donc c'est très important d'avertir le clinicien, de dire attention, là pour ces examens, il va falloir faire attention à ce qui est, il faut toujours faire attention, je suis d'accord avec vous, les normes c'est très important, mais vous les envoyez dans les résultats, vous envoyez les techniques et de dire attention, il n'y a pas que le code loin qui est important, il faut aussi associer l'OINC à tout ce qui est autour. Hein. Donc, ce qui est très important, c'est que le clinicien sache tous ces éléments et que c'est important de lui dire dans le jeu de valeurs. Tous ces éléments, ça permet d'anticiper la dématérialisation de la prescription, la codification en loin de la prescription, la nature des prélèvements, tout est décrit dans ce circuit. Donc, je vais vous montrer. Diapo suivante. C'est un fichier Excel. Parce que c'est une forme qui est relativement simple. Sur le site bioloinc.fr, vous avez d'autres formats. Vous avez la possibilité de télécharger au format Excel, mais vous avez des formats SCOS, vous avez des formats RDF qui vous permettent je dirais, un téléchargement des données plus informatiques. Là, le fichier Excel, c'est plus des fichiers de travail pour les biologistes, tous ceux qui veulent faire du transcodage. C'est vraiment une aide euh, aux biologistes. Il est constitué de différentes zones, de différentes colonnes. D'abord des colonnes où on reprend le transcodage avec la NABM, puisqu'on garde toujours un lien avec ce NABM, même si la NABM est une nomenclature de facturation, on peut avoir le lien avec le résultat. Donc on affiche tous les codes de NABM qui sont susceptibles de se relier à cette demande ou à ces résultats. Une partie en vert qui concerne la prescription. Pour une prescription, vous allez avoir une ligne ou plusieurs lignes de résultats. Dans cette prescription, vous allez avoir des synonymes. Ça permettra au clinicien, s'il y a un système qui veut se servir de synonymes pour que le clinicien prescrive un petit peu, je dirais, avec son propre langage. Ça peut aider à la prescription. Vous allez avoir le code LOINC qui sera retenu pour cette prescription, pour assurer cette transmission électronique de la prescription. Vous allez avoir des prescriptions donc, qui peuvent avoir plusieurs statuts, qui peuvent être définis chez l'OINC comme order, c'est-à-dire qui sont réservés qu'à la prescription. BOSS, c'est des codes qui peuvent être utilisés en prescription et en résultat, ou des codes observation. Normalement, on ne devrait pas en avoir en prescription. Pour l'instant, tout n'est pas encore créé chez l'OINC, donc on a certains codes qu'on aimerait bien voir se transformer d'observation en BOSS. La nature de prélèvement sera décrite, la localisation du prélèvement, est-ce qu'il y a besoin, est-ce que la notion de sang suffit ou est-ce qu'il faut rentrer dans une localisation beaucoup plus précise avec des tables beaucoup plus précises de description de localisation au niveau de l'anatomie. Ça c'est valable surtout pour la microbiologie, pour décrire plus finement des prélèvements bronchopulmonaires ou autres. Le terme associé, c'est des informations cliniques qui sont associées obligatoirement ou non. Est-ce qu'il y aura besoin, par exemple, pour un test de grossesse, est-ce qu'il y aura besoin de la date des dernières règles? Donc, c'est des éléments que l'on peut proposer directement dans ce jeu de valeurs. Au niveau des résultats, là, il va nous manquer une petite ligne. Non, on peut pas relever un petit peu? Oui.
Merci. Super, merci. Pour les résultats, pour la partie résultats, donc qui est un petit peu plus à droite sur le document Excel que vous pourrez télécharger, tous les résultats sont présentés comme s'ils servaient à un serveur, c'est-à-dire qu'ils sont chapitrés. Donc vous pouvez faire des recherches par chapitre. J'ai mis aussi des sous-chapitres. Ça, c'est une arborescence, je dirais, proposée, non obligatoire. Vous avez aussi un rang proposé des examens qui peut servir dans des serveurs de résultats. Ça peut aider. Donc il y a une proposition d'arborescence de fait. Vous avez le code Loink pour le résultat. Vous avez le libellé d'édition proposé, le niveau minimum de comparabilité. Le 1 veut dire que la technique n'est pas discriminante, hein, donc ça veut dire pareil un petit peu que le nom, il y avait, là c'est un petit peu pareil. Vous avez deux colonnes où je reviendrai sur ce côté, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, de savoir si le code Loinc se suffisait à lui-même ou s'il fallait vraiment avoir, donc la technique est envoyée, mais qu'elle soit discriminante, donc attention pour les cliniciens, c'est vraiment un point d'appel aux cliniciens. Normalement, les techniques un jour seront codifiées par la NSM. Pour l'instant, le codage de la NSM n'est pas assez complet pour pouvoir le transmettre. Mais un jour, il le sera, et à ce moment-là, le code Loinc sera, il y aura le code ANSM qui sera transmis avec. L'unité recommandée pour le résultat, l'unité en langage, en l'écriture Yukum, qui est une nomenclature internationale des unités, et de savoir si ce résultat, là il est tout seul, est indispensable sur un compte-rendu. Diapo suivante. Vous allez avoir d'autres parties dans ce fichier Excel. Il va falloir faire une gestion, puisque tous les 6 mois, ce fichier donc, est téléchargeable sur le site BioLoinc, et vous allez devoir faire une mise à jour, puisque Loinc est une nomenclature qui vit. Automatiquement, on va avoir des nouveaux items qui arrivent, donc ils seront marqués avec une version, la date de validation plus VP, version de publication, accompagnée d'une note de version explicative à chaque publication. Mais il peut y avoir des modifications apportées par Loïc et on va être obligé de vous transmettre ces modifications. Modifications qui peuvent porter sur le libellé Loïc, mais des modifications qui peuvent être apportées à d'autres endroits. Et donc vous allez avoir, s'il y a le libellé d'édition, par exemple, on a corrigé, quelqu'un nous a remonté une erreur d'un libellé d'édition complètement faux, une unité complètement fausse. Donc il va y avoir des remontées et vous aurez une version de modification et cette modification mineure donc sera notée. Il peut y avoir aussi des gestions de si Loinc ferme un code, Loinc, ou l'ANS, hein, on peut très bien dire que c'est un code complètement obsolète. On a décidé, un groupe de travail a décidé que ce code ne devait être plus utilisé en France. À ce moment-là, si ça concerne un code Loinc, on ferme toute la ligne, on dit que c'est inactif, ANS ou AZIP, c'est les anciens termes, et on va rouvrir une ligne juste en dessous avec le nouveau code. On mettra que remplacé par, c'est-à-dire le code Loinc est remplacé par un autre code et on va recréer une nouvelle ligne avec la nouvelle version de publication. Donc ça, il faut un petit peu, je dirais, jouer avec ce circuit pour arriver à chaque fois s'y retrouver. Mais les nouveaux codes, si vous cherchez un petit peu à améliorer à chaque fois votre transcodage, vous appelez tous ceux qui sont version de publication et vous allez avoir tous les nouveaux codes. Et après, vous allez regarder tout ce qui est modifié ou remplacé. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver vos nouveaux codes ou les modifications à apporter au niveau de votre système. Toutes ces modifications seront peut-être prises automatiquement. Votre éditeur sera peut-être automatiquement géré
gérer ces modifications. Donc voilà, je pense que c'est les éditeurs qui prennent en charge beaucoup ces règles de modification, ces règles de gestion. Certains sont en train d'automatiser entièrement ces modifications et nous demandent des formats spécifiques et nous posent beaucoup de questions afin d'arriver à avoir une automatisation. Mais je dirais, le biologiste doit garder quand même un œil sur ça. Le biologiste doit toujours garder un œil sur les modifications, les créations, puisque c'est quand même lui, en dernier lieu, qui va valider le transcodage. Et il faut quand même qu'il sache s'il y a un nouveau transcodage qui est susceptible de l'intéresser. Diapo suivante. Alors, l'OIC propose de nombreux codes. Au départ, on s'était basé que sur la présentation des unités en unités principales que les unités internationales. Mais il y a une différence entre la ville et l'hôpital et trop grande différence au niveau des termes, surtout classiques, hein, sur tout ce qui comporte la biologie, je dirais, de routine. On a dû donc vous associer deux codes LOINC. Par exemple, pour le glucose, on préférait vous donner le glucose donc en millimol par litre et aussi le code en grammes par litre. Vous pourrez utiliser en unité principale celle que vous désirez. C'est mieux d'utiliser évidemment l'unité internationale normalement en unité principale, mais pour éviter un reparamétrage de tous les systèmes de gestion de laboratoire, on a préféré indiquer les deux codes. Voilà. Donc le C6 propose une unité principale associée de toute façon à une unité secondaire. Le circuit de la biologie, vous avez vu donc ce qu'il contient. Il contient donc, je vous le redis, des codes de prescription, des codes de résultats et des fois deux codes vous permettant d'avoir les deux unités. Pour la pharmacologie, par contre, vous ne verrez pas les deux unités puisqu'il y a eu un consensus national pour rendre en masse par volume les résultats. À part quelques métaux qui sont en millimol par litre, la grande majorité, c'est de la masse des unités en masse par volume. Donc, quelques paramètres où vous verrez les deux codes LOINC pour vous permettre, pour qu'il n'y ait pas de souci de reparamétrage des systèmes de gestion de laboratoire. Et les règles de comparabilité, on en a déjà parlé. Diapo suivante. Alors, les dernières mises à jour sont-elles résumées accessibles? Les dernières mises à jour, vous avez déjà un fichier de mise à jour, c'est-à-dire vous avez un fichier Word expliquant que contient la mise à jour, ou sinon vous allez sélectionner dans le fichier Excel tout ce qui est la dernière VP, la dernière version de publication, et vous aurez donc la totalité de ce qui est nouveau, je dirais. Donc là, c'était en fait juste pour illustrer une manière de paramétrer. Donc là, on est sur Audencio, hein, c'est un produit DL Santé qui malheureusement ne va pas être maintenu. Mais ils vont garder le principe du paramétrage pour les autres systèmes, systèmes de gestion de laboratoire. Donc, quand vous faites du paramétrage LOINC sur ce SGL, vous avez la possibilité donc de télécharger le jeu de valeurs circuit de la biologie. Donc là, c'est le bouton importer qui est en haut au milieu là. Donc vous allez importer le fichier Excel du jeu de valeurs circuit de la biologie et vous pouvez dans un premier temps, alors quand vous démarrez votre paramétrage, il est impératif de démarrer le codage des chapitres. Parce que si une analyse n'est pas rattachée à un chapitre, elle n'est pas structurée dans le CDA. Donc, vous avez une première possibilité au niveau du catalogue des examens d'afficher simplement les chapitres uniquement. C'est l'icône qui est en bas à droite. Sur quelle version? Sur la dernière version. J'ai fait les captures d'écran. Est-il possible pourquoi Audencio ne sera pas maintenu? Ben ça, c'est
C'est la politique de Dédalus qui veut concentrer ses efforts sur quelques SGL. Donc, on sait que, alors, Audencio, la maintenance va être encore. Alors, Alizé, ils ont arrêté la maintenance ils arrêtent la maintenance au 31/12/2021. Audencio, il continue à maintenir, mais par contre, Audencio ne sera pas Ségur compatible et les seuls logiciels en biologie de ville qui vont être Ségur compatibles, c'est Exalis et Calicil. Tous les autres ne seront pas Ségur compatibles. Par contre, les laboratoires qui ont Audencio pourront être éligibles, pourront avoir du financement à l'usage, parce qu'à partir du moment où ils utilisent LaboConnect, on peut transmettre par MSS et alimenter le DMP en structuré. Donc, je reprends sur mon paramétrage. Pardon, effectivement, pour Exalis, pour Dédalus, ce sera les deux, Exalis, Calicil, mais il y aura quand même d'autres logiciels de d'autres éditeurs qui seront compatibles Ségur. Je parlais que de Dédalus, moi. Et on a un doute sur DXLab, on ne sait pas s'il va être Ségur compatible ou pas. On n'a pas eu une réponse ferme et définitive encore. Donc, la première chose, c'est de paramétrer ces chapitres. Donc, vous avez une option sur le tableau de bord de paramétrage de faire afficher que vos codes chapitres. Donc, on coche afficher les chapitres uniquement, c'est la case à cocher à gauche, ici. Et là, pareil, sur l'OINC, on peut filtrer, sur le fichier Excel, on peut filtrer que les chapitres. Et donc, après, c'est un simple glisser-déplacer. Je répondrai après à cette question. C'est un simple glisser-déplacer entre le code LOINC de cette colonne, sur la colonne LOINC, hop, et vous le déplacez au niveau du chapitre du catalogue d'examen d'Audencio. Ensuite, vous allez paramétrer chapitre par chapitre, et donc vous pouvez appeler, sélectionner toutes les analyses d'un chapitre, et également, à partir de l'interface, déplacer, faire un glisser-déplacer du code LOINC. Ce qui est important à savoir, c'est que, je répète, c'est que si une analyse n'est pas rattachée à un chapitre, elle ne peut pas être transmise de manière structurée. Donc, vous avez certains SGL qui permettent d'avoir des analyses qui ne sont pas rattachées à un chapitre, mais qui sont éditables, visualisables. Donc, c'est important lorsque vous allez démarrer votre transcodification de faire pas mal de ménage dans votre catalogue, de vous assurer que toutes les analyses porteuses de résultats font bien partie d'un chapitre. Et après, en ce qui concerne les analyses commentaires, c'est la même chose. Il faut qu'elles soient rattachées, alors commentaires généraux, hein, par exemple. Il faut qu'elles soient rattachées à un chapitre commentaire. Et après, derrière, vous allez pouvoir les transmettre en structuré. Donc là, l'interface est très simple, hein. Et c'est moi, quand j'ai fait la transcodification de mon catalogue, j'ai mis à peu près 3 jours. Bon, certes, j'avais participé à l'élaboration du jeu de valeur circuit de la biologie, j'ai participé à la création de l'interface avec, à l'époque, c'était DL Santé. Donc, c'est vrai que j'étais très à l'aise. Après, comme on vous l'a présenté, vous avez des outils d'aide à la transcodification. En plus, il y a un financement du Ségur si vous utilisez ces outils. Hein, il y aura un financement d'à peu près 3 000 € si vous utilisez ce type d'outils. Donc, moi, je vous incite à le faire, ce qui facilitera grandement votre transcodification. Et en plus, vous serez accompagné par des experts. Et donc, c'est toujours plus intéressant. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite.
Sur le site BioLoinc, bon, vous irez voir, hein, vous pouvez télécharger les jeux de valeur. Donc, je vais pas prendre le temps du coup, puisqu'on est un petit peu juste, d'aller sur le site BioLoinc. Mais vous avez la description, vous pouvez aller sur chacun des jeux de valeur, vous pouvez télécharger, vous avez la description et vous pouvez aussi, je dirais, surtout, il faut vous connecter au départ, il faut se connecter, demander un code. Donc, vous pouvez et après, vous pouvez télécharger, proposer une fois que vous êtes inscrit. Ce qui est très important, c'est de vous abonner. Vous avez au niveau dès que vous rentrez sur un jeu de valeur circuit, ce qui est très important, voilà, vous avez un petit plus moins. Ici, vous vous abonnez à la newsletter. Quand il y a un plus, ça veut dire que vous êtes abonné à la newsletter et ça vous permet tous les 6 mois de savoir si la version a été éditée. Donc, n'hésitez pas à cocher cette case du moins vers le plus pour vous abonner à la newsletter et être au courant des nouvelles versions. Et là, vous pouvez nous proposer des nouveaux codes, vous pouvez nous envoyer un mail, il n'y a pas de problème pour tout de suite être en relation avec nous et qu'on vous réponde sur certains manques que vous pourriez constater. Surtout, ce qui est très important, c'est quand vous faites le transcodage, il y a des codes qui vont vous manquer. Quand vous pouvez, donc les diapos suivantes vont nous indiquer la méthode. On va passer sur la méthode, ça va être plus simple. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Voilà, bon, quand on a déjà parlé un petit peu de tout ça, ce qui est important, c'est donc d'arriver à faire cette transcodification au niveau donc des catalogues et il faut arriver à gérer les versions qui arrivent de modification de ce jeu de valeur. Il faut arriver à gérer les modifications de l'OINC et donc de suivre les règles qui ont été adoptées au niveau de ces jeux de valeurs. Donc le choix des codes vous sont proposés, donc n'hésitez pas à les utiliser donc à ces niveaux-là. Diapo suivante. Alors, normalement, un transcodage, si vous le réalisez vous-même, vous allez avoir plusieurs façons de procéder. Soit vous allez prendre par chapitre Loinc, par gros chapitre, puisque je les ai dans le jeu de valeur, ils sont présentés sous forme de chapitres, donc vous pouvez appeler que la biochimie, puis les maths, etc. Ou identifier votre 80%, je dirais, vos analyses les plus fréquentes du laboratoire. Vous allez avoir l'impression donc d'avoir un gros transcodage de faits, puisque toutes vos analyses classiques de routine vont être faites. Donc ça, c'est souvent, je dirais, pour le moral, c'est pas mauvais. Après, vous allez donc faire le transcodage. Un transcodage, oui, il va prendre soit pour les analyses de routine, donc je dirais pas très longtemps. La liste des... Oui. Donc, pour la méthode, vous allez faire ce que vous voulez, soit un par un, mais c'est beaucoup plus long. Vous allez avoir des systèmes de solutions semi-automatiques qui peuvent être proposés pour transcoder donc vos catalogues internes. Et on peut faire appel donc à des industriels qui progressivement donc sont venus auprès de nous, ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous aider. Et donc il y a plusieurs sociétés. La diapo suivante, on vous présente donc plusieurs sociétés qui sont à même de vous aider. Bon, là, c'est pas cette diapo-là, c'est la diapo d'après, on reviendra. Voilà, toutes les sociétés qui sont susceptibles de vous aider, qui vont vous apporter soit des solutions pour votre laboratoire. Donc, la société Medicus, c'est le compte-rendu augmenté, c'est toute une visualisation du compte-rendu pour le patient. C'est vraiment pour mettre à disposition de vos patients un compte-rendu sur son smartphone, etc. Il peut y avoir aussi des sociétés qui vous aident à une décision médicale, comme Biologbook. Vous avez Fast Services qui vous aidera aussi à un transcodage. Ils sont capables de vous réaliser au minimum 60% de votre transcodage. Tout ce qui est classique, la routine, etc., ça, il n'y aura aucun problème. Ils vous proposeront un transcodage. Vous aurez à faire de la validation derrière. C'est très important. Après, tout ce qui est plus spécialisé, vous devrez obligatoirement, je dirais, compléter.
Vous avez C2Bio qui fait du conseil en biologie médicale. Vous avez aussi Onaos qui vient de me contacter, qui est un logiciel aussi, surtout d'intelligence artificielle, qui va mais à la base, qui va vous proposer des transcodages pour votre système. Et donc ça, c'est ça qui est important, c'est que toutes ces sociétés vous proposeront en plus autre chose, mais à la base, vous avez déjà un transcodage. Après, vous verrez avec eux si c'est par module ou autre, ce que vous voulez acheter chez eux. Il n'y a pas que le transcodage qui est proposé, hein. Il y a autre chose derrière qui peut vous faciliter la vie aussi. Donc, juste la diapo précédente, c'était un petit peu les modalités de recherche ou la diapo encore précédente. Vous avez les modalités de recherche quand vous allez un petit peu de façon dichotomique choisir votre code. Soit vous allez le trouver dans le jeu de valeurs, soit vous n'allez pas le trouver, vous allez le chercher dans le grand jeu de valeurs, c'est-à-dire le LOINC biologie français. Soit vous trouvez un code qui vous intéresse dans celui de la biologie, n'hésitez pas à nous remonter ce code pour qu'on l'introduise dans la version suivante. Parce que si tout le monde commence à utiliser des codes du jeu de valeurs français, on n'arrivera pas à faire de l'interopérabilité en France. Donc n'hésitez pas à nous remonter l'ensemble des codes que vous utilisez au niveau donc du site bioloinc.fr ou carrément vous avez une adresse mail au niveau donc du site BioLoinc pour nous remonter. Hein, cette adresse mail donc m'arrive et donc on arrive après à gérer, à ajouter vos demandes au niveau puisqu'il y a une version tous les 6 mois qui paraît à peu près tous les 6 mois. Là on est un petit peu en décalage parce qu'il y a eu un changement de marché au niveau de l'ANS et donc du coup il y a la mise en place du nouveau marché et surtout l'OINC vient de changer aussi ses dates de parution de la nomenclature, donc il faut qu'on se resynchronise un petit peu tous. Mais sinon, on va reprendre les éditions tous les 6 mois. Donc sinon, il n'y a pas de... là, je dirais, les histoires de transcodage, ça c'est surtout au niveau clinicien pour le LGC. Soit il va dire, je reçois le code LOINC et après j'associe mon ancien code et mon nouveau avec ce que j'ai reçu. Soit il prépare un transcodage comme vous le faites vous dans les laboratoires. Voilà, il y a deux possibilités, soit un pré-transcodage, il prépare son dictionnaire avec ses codes, il transcode déjà en nomenclature LOIC et il n'attend plus que la réception, soit c'est à l'arrivée du flux qui fait la reconnaissance des codes LOINC et qui l'associe, ça s'appelle du post-transcodage. Donc le LGC a plusieurs façons, ça dépend des éditeurs et voilà, ça dépend vraiment de l'éditeur, qu'est-ce qu'il compte faire. Mais donc le problème de transcodage peut intéresser le biologiste, mais ça peut aussi intéresser le LGC. Je pense que au niveau de l'OINC, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, oui, une application de l'OINC en France quand même. Le premier cas d'usage de l'OINC en France, bah, c'est le CIDEP, c'est le projet CIDEP, la remontée des résultats, donc des tests de dépistage du coronavirus vers un système d'information unique en France, le système de santé publique France. Chaque laboratoire a utilisé le même code LOINC pour remonter les résultats de PCR. Donc Santé publique France a pu mettre à jour en permanence les statistiques, l'évolution du virus, les résultats donc, de dépistage sérologique, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier exemple d'interopérabilité en France. Tout le monde utilise le même code et on peut utiliser du coup ces codes à des fins statistiques, épidémiologiques, en direct, en permanence. On a une remontée de tous les laboratoires de France. Donc ça, c'est un exemple d'interopérabilité qui a montré vraiment, qui montre tous les jours son efficacité. Et on voit bien que donc, la nomenclature LOINC est indispensable pour bien d'autres éléments que le coronavirus. Je pense que ça a été très clair. Merci beaucoup Sylvie et Bruno. Il n'y a aucune question, donc je pense que c'est parfait. Tout a été répondu. Merci à vous aussi tous pour votre participation. Le webinaire sera bien remis en ligne sur le site de l'ANS. C'est dans la partie replay avec l'enregistrement. Merci.